Voir invité. Bon, c'est pas un sujet très sexy, mais c'est important parce que c'est un problème des riches. En effet, pour faire des fractures au-delà de 80 ans, il faut dépasser la barre de 80 ans. Et en général, c'est l'apanage des sociétés occidentales, des sociétés industrialisées. Et c'est le prix à payer. Toutes les maladies chroniques liées à l'âge, c'est le prix à payer pour le vieillissement et le progrès en général. Finalement, on va parler beaucoup de la fracture du col du fémur, qui est la fracture la plus emblématique, la fracture également la plus grave, puisqu'elle est à la fois fréquente, elle est coûteuse, c'est elle qui génère la plus grande partie des dépenses liées à l'ostéoporose en France et dans les autres pays, et puis aussi elle est grave parce qu'elle entraîne une mortalité dans 25% des cas, malgré les progrès qu'ont fait la chirurgie, l'anesthésiologie, toutes les médecines d'urgence et tous les traitements chirurgicaux. Et bien que l'on ait fait de grands progrès depuis une dizaine d'années, ce pourcentage de mortalité ne fléchit pas, tout simplement parce que l'âge moyen des fracturés augmente parallèlement à nos progrès. Alors, nous sommes dans des sociétés qui vieillissent très très vite, et en lequel est apparue une nouvelle population qu'on appelle la population des sujets âgés fragiles, the frail elderly, qui est un petit peu le réservoir de toutes ces pathologies, notamment de ce qu'on va voir là, c'est-à-dire la chute et la fracture du col du fémur. Du fait de l'explosion démographique de ces personnes très âgées, on a une explosion parallèle des fractures dites du col du fémur, on va dire fracture de hanche pour faire plus simple. Et depuis les premières années de 1950 et quelques suédoises, les premiers travaux d'Alfram, on a des études qui sont assez précises et faciles, puisque toutes ces fractures-là sont hospitalisées, donc il est facile de les recenser. Et on a vu que pendant la deuxième partie du XXe siècle, il y a une augmentation très importante et continue de ces fractures du col du fémur. C'est lié bien entendu à l'augmentation du nombre de personnes âgées, mais c'est également lié à ce qu'on appelle l'augmentation de l'incidence séculaire. C'est-à-dire que au sein d'une classe d'âge, par exemple, si je prends un sujet de 70 ans, eh bien, il y a plus de chances de fracturer en 1980 qu'un sujet de 70 ans en 1920. Tout simplement parce que peut-être qu'en 1920, il serait déjà mort d'une autre pathologie liée à des maladies qui ont été mieux maîtrisées dans la fin du XXe siècle. Et puis, depuis les années 90, il y a des signaux réconfortants qui nous disent « Ah oui, mais il y a peut-être une inflexion de cette incidence séculaire » qui ne se voit pas parce que comme le nombre de personnes âgées augmente considérablement, on s'en aperçoit pas bien, mais on a vu dans les pays d'Amérique du Nord, les USA, au Canada, dans les pays scandinaves, et un petit peu en France, avec quelques retards, une diminution de l'incidence des fractures du col du fémur chez les personnes les plus âgées. On ne sait pas trop à quoi c'est dû. Alors, il y a des tas d'explications qui sont avancées. On ose espérer que c'est grâce à nous aussi, à une meilleure prise en charge médicale, mais c'est aussi, surtout, parce que les personnes les plus âgées sont globalement peut-être en meilleure santé. Et puis, il y a des phénomènes qui sont un petit peu disparates. On a par exemple la prévalence importante des prothèses de hanche, 4% en Suède, donc on ne peut pas les casser. Il y a l'augmentation de la surcharge pondérale, qui est un effet protecteur par rapport à ce type de fracture. C'est vrai que tomber sur une fesse un peu plus enveloppée, ça protège par rapport à une fesse toute maigre. Il y a également l'arrêt du tabagisme chez les hommes, alors que chez les femmes, on est en pleine expansion et on connaît en ce moment une augmentation de l'épidémie de tabac. Il y a par contre des facteurs qui risquent de se manifester prochainement. Vous savez que depuis les études WHI, on a arrêté le traitement hormonal un peu largamanu chez les femmes ménopausées, ce qui risque de se traduire 20 à 30 ans plus tard par une recrudescence fracturaire. De même, on sait que les gens qui ont connu des périodes de disette pendant l'enfance et l'adolescence, 30 à 40 à 50 ans plus tard, plus que ça, même 60 à 70 ans plus tard, vont faire plus de fractures du col du fémur. Or, on est en plein chez les personnes qui ont vécu, notamment dans les grandes cités, la disette liée au second conflit mondial en Europe.
Alors, vous voyez, il y a des éléments favorables, des éléments défavorables. Il y a aussi, d'un point de vue beaucoup plus général et beaucoup plus ancien, le fait que la taille augmente. Hein. On est actuellement, je sais pas, 1,85 m. On a récupéré la taille de nos ancêtres préhistoriques, qui avait été perdue lors de la révolution néolithique avec la pauvreté des alimentations céréalières liées à cette période quand on a inventé l'agriculture. Et puis depuis la fin du XIXe siècle, on augmente de taille. Et alors, vous voyez, moi qui suis à 100% italien, je devrais être petit Rabelais. Ben non, j'ai mangé des steaks quand j'étais petit parce que j'habitais en France, alors que mon grand-père est tout petit. Eh bien, plus on est grand, plus on tombe de haut. Et donc, plus l'impact est important. Et puis aussi, plus le col du fémur est long. Et du coup, on casse plus volontiers. Donc, vous voyez, il y a des tas de facteurs qui sont intéressants, qui sont à la fois osseux et extra-osseux, qui expliquent un petit peu les variations de l'incidence de ces fractures. Alors, j'en reviens là à une diapo qui est classique et très ancienne, vous voyez, 1999, qui montre, pour ce qui est des fractures les plus fréquentes, la fracture de la vertèbre, la fracture de la hanche, la fracture du poignet, cet aspect qui est caractéristique, une augmentation avec l'âge. L'âge, c'est quand même le facteur principal de risque de l'ostéoporose et des fractures. Et puis, la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes étant toujours plus sujettes à faire des fractures que les hommes, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elles ont une masse osseuse moindre, et ça génétiquement déterminé à la fin de l'acquisition du squelette. Et puis deuxièmement, elles connaissent le phénomène de la ménopause, qui, jusqu'aux dernières nouvelles, est peu fréquent chez l'homme. Donc, vous voyez ces aspects-là, avec surtout chez la fracture du col du fémur, une augmentation exponentielle après 70 ans, parce que, parallèlement, vous avez certes l'augmentation du risque d'ostéoporose, mais surtout l'augmentation du risque de chute, avec tous les déterminants de la chute. Et puis, il y a la fracture du poignet, qui, après une augmentation initiale, observe un plateau qui est intéressant parce qu'elle exprime bien ce que c'est que les facteurs extra-osseux. C'est-à-dire que vous prenez une femme de 60 ans, très active mais ostéoporotique, qui va tomber, elle va tomber en bougeant vite, elle va se protéger parce qu'elle a des réflexes avec les avant-bras, elle va casser le poignet. Vous lui collez 30 ans, elle va tomber comme un sac sur le grand trochanter et elle fracturera le col du fémur. Alors, hop. Voilà, ça sera mieux. Bon. On va essentiellement parler de fracture de hanche. Parce que la fracture de hanche, c'est la fracture de la personne âgée. C'est la fracture la plus grave, la plus coûteuse, je l'ai déjà dit. Et c'est aussi la fracture la plus intéressante et la plus facile à étudier. Donc 25% de mortalité dans l'année et 50% de personnes qui vont conserver de graves handicaps et pour la plupart seront institutionnalisées. Et c'est là que provient également une autre source de dépenses, c'est l'institutionnalisation de ces personnes. Donc il y a une perte d'autonomie, il y a des douleurs, il y a tout ce qu'on peut observer après une fracture de hanche quand on a eu la chance de survivre. Alors, mortalité après fracture, je l'ai dit, elle est très précoce. Dans les 6 premiers mois, c'est là où on voit le maximum de mortalité. Et jusqu'à très récemment, on pensait qu'après une année, finalement, les personnes qui avaient survécu, elles avaient une survie au moins égale à celles qui n'avaient jamais fracturé. Peut-être moins parce que ça avait écrémé les plus fragiles. Eh bien non. Des études récentes montrent qu'après 10 ans, on est quand même sujet à plus de mortalité que si on n'avait jamais fracturé de sa vie. La fracture vertébrale, contrairement à la fracture du col du fémur, est également grévée d'une surmortalité, mais qui va se dégager au fur et à mesure des années. Les courbes divergent en fonction de l'éloignement par rapport à l'accident fracturaire, tout simplement parce que, pour ce qui est de la vertèbre, l'ostéoporose est un petit peu comme l'intégrateur de tous les événements pathologiques d'une vie. Un peu comme quand on coupe le tronc d'un gros arbre, on voit les stries qui vont témoigner d'un hiver difficile, d'une saison sèche, etc. Eh bien, tout ce que vous avez vécu comme maladie, comme alitement, comme corticothérapie, comme pathologie,
va se traduire par un appauvrissement de l'os et des altérations de la microarchitecture qui font que plus tard, vous serez plus susceptible d'avoir une ostéoporose. Et si vous êtes plus susceptible d'avoir une ostéoporose, vous faites plus de fractures. Et si vous faites plus de fractures, c'est que dans votre vie, vous avez été en plus mauvaise santé et du coup, vous avez une espérance de vie moins importante que quelqu'un qui n'a jamais fait de fracture. Voilà. Oups. Bon, la qualité de vie, c'est important. Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette diapo. La qualité de vie, c'est important. Chez les survivants, même ceux qui ne sont pas institutionnalisés, on a des douleurs, des handicaps qui font que toutes les dimensions qui font une vie, sociales, intellectuelles, etc., sont altérées par les fractures. Il n'y a pas de fracture bénigne. Même la fracture du poignet, dans un tiers des cas, on nous dit c'est pas pareil qu'avant, j'ai mal, au changement de temps, j'ai les fourmis, etc. Donc il n'y a pas de fracture bénigne. La fracture appelle la fracture, c'est pour ça qu'il faut la traiter précocement. Alors, pourquoi faut-il traiter les patients de plus de 80 ans? On peut se dire, les pauvres, ils n'ont plus beaucoup à vivre, ils ont déjà tellement d'autres problèmes, on ne va pas les enquiquiner avec un bisphosphonate qui, de toute façon, d'abord, ils ne vont pas les prendre, et puis ça va leur faire des brûlures, ils vont nous rappeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Non, il faut les traiter d'abord parce que c'est éthique. Quelle autre alternative que de ne pas les traiter? On pourrait imaginer, il y a eu des solutions qui ont été avancées dans le passé, transformer les personnes âgées en tablettes nutritives, soleil vert, mais bon, on n'en est pas encore là, encore quelques tsunamis et peut-être qu'on y viendra. Oui, parce que c'est rentable. On a vu que c'était un coût très important, une fracture du col du fémur, c'est à peu près 8 000 €, rien que pour ce qui est de la prise en charge chirurgicale immédiate, c'est les travaux de Milka Maravik qui l'ont montré. Il y a à peu près 60 000 fractures du col du fémur par an, donc vous multipliez, vous avez le coût, c'est important. Il faut donc les traiter. Si on regarde cette étude-là, qui est déjà ancienne, et les choses ne sont pas améliorées depuis, le coût et notamment le nombre de journées d'hospitalisation est parmi le plus important de toutes les pathologies qu'on peut observer. C'est plus important que pour les bronchites chroniques, que pour les AVC, les infarctus du myocarde, que pour les cancers du sein. Si on projette ces coûts rien que par le fait du vieillissement démographique, on a une énorme explosion dans tous les continents, avec cependant un futur assez noirâtre pour l'Asie, qui, outre un vieillissement accéléré, parce qu'il y a des pays comme la Chine, sur Terre, 1 homme sur 6 est chinois, et ils ont pratiqué la politique de l'enfant unique, et donc on peut imaginer que le vieillissement sera encore plus rapide chez eux. Déjà, il y a 20 ans, il y avait 1 million de fractures du col du fémur par an en Chine. On imagine ce que ça va être dans quelques années. Donc il faut anticiper, projeter, il faut bien être conscient de tout ça. Alors, on doit traiter aussi parce qu'on a des moyens de traiter. On a des traitements efficaces et on va le voir, comme disait Francis, ils ne sont pas tous médicamenteux. Alors, tout est résumé là. Ça, c'est une idée de mon ami Claude Audouin, qui, lorsque je travaillais avec lui sur le problème des fractures du fémur, a dit « Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Tout se résume à cette problématique, alors qu'on a baptisé la roue de l'infortune, parce qu'à l'époque, il y avait un jeu télévisé qui s'appelait la roue de la fortune. Donc, premièrement, le petit vieux. Premièrement, il ne faut pas qu'il tombe. Donc, il faut repérer les chuteurs, il faut les rééduquer, il faut voir ce qui les fait tomber et faire une éviction des facteurs de risque de chute. S'ils tombent, parce que les petits vieux, ils tombent malgré tout, et 2% de ceux qui tombent vont faire des fractures. S'ils tombent, il ne faut pas qu'ils fracturent. Alors, 2 choses. Soit on s'assure qu'ils ont un os résistant, et c'est la recherche d'une ostéoporose, le traitement d'une ostéoporose, ou bien l'aménagement de l'environnement. S'ils tombent, s'ils cassent, il ne faut pas qu'ils meurent précocement. Et là, on sait maintenant que l'aspect nutritionnel, à côté des aspects logistiques, c'est-à-dire la précocité de la prise en charge, la précocité de l'intervention, eh bien la nutrition est très très importante pour limiter les risques de complications post-opératoires. S'il survit à ça, il faut qu'il ne reste pas handicapé.
Là, on voit apparaître la notion de rééducation. Et s'il survit à tout ça, eh bien, il ne faut pas qu'il retombe, parce qu'en général, le deuxième tour de roue est fatal. Et là, on doit se battre contre des syndromes régressifs. Hein, les petits vieux qui sont tombés, qui ont cassé, qui ont vécu tout ça, ils n'ont qu'une peur, c'est de retomber. Alors ils restent confinés dans leur fauteuil, et du coup, ils ont la musculature qui maigrit, ils ont les réflexes qui s'amoindrissent, et ils se mettent à risque supérieur de retomber et de rechuter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen? Lutter contre la chute, eh bien, il faut dépister les chuteurs. Alors, je regarde ce que j'ai derrière. Oui. Dépister les chuteurs. Il faut rééduquer les chuteurs. Et puis, il y a des moyens médicamenteux qui ont été validés. Notamment, on sait que la vitamine D est active sur le muscle. Et chez ces personnes qui sont très susceptibles d'avoir des carences profondes en vitamine D, la vitamine D peut avoir une action sur cette myopathie métabolique qui est associée au manque important de vitamine D. D'autre part, chez la personne âgée, les muscles fondent, notamment ceux des quadriceps. Or, des bons quadriceps sont nécessaires à un bon équilibre et une bonne musculature pour ne pas chuter. Chaque année en Europe, ce sont 20 millions de personnes âgées qui tombent. La plupart du temps, c'est chez eux, mais aussi dans des institutions, quoi qu'on fasse. Et dans un nombre non négligeable de cas, ça aboutit à des fractures, voire à des morts. Selon les statistiques officielles, 30% des personnes âgées de plus de 65 ans chutent au moins une fois chaque année. Et après 80 ans, c'est une personne sur deux. Quels sont les facteurs de chute sur lesquels on doit pouvoir agir? Et c'est pas simple, parce que ça reste souvent un vœu pieux. Il y a deux types de facteurs. Il y a les facteurs dits environnementaux ou extrinsèques, c'est-à-dire l'environnement dangereux. Ces facteurs-là, on laisse le pas avec l'âge aux facteurs intrinsèques qu'on va voir juste après, qui sont liés à l'état de santé de la personne âgée, qui va augmenter leur propension à chuter. Parmi les facteurs environnementaux, donc vous avez vu, les personnes âgées, elles vivent soit chez elles, soit en institution. Donc en institution, c'est beaucoup plus facile d'agir sur l'environnement. Mais quand les personnes âgées habitent chez elles, c'est le but de maintenir les personnes âgées à domicile, pour des raisons de qualité de vie pour les personnes âgées, pour des raisons de coût pour la société. Eh bien, apparaît là la notion de maison dangereuse. Et si vous voulez voir une maison dangereuse, vous êtes la bienvenue à Amiens. La maison amiénoise, c'est typiquement la maison dangereuse. C'est-à-dire, elle est vieille, mal chauffée, étroite, avec des escaliers, donc vous avez une fenêtre, tout ça sur 3 étages, des rangements qui ne sont pas adaptés, des marches d'escalier qui sont trop hautes. Et un scénario qu'on retrouve, on a fait des enquêtes en Picardie depuis quelques années, c'est la petite personne âgée, parce que souvent les femmes sont vieilles à ces âges-là, et surtout elles sont veuves, donc elles habitent toutes seules. Bien entendu, elles sont toutes hypertendues et elles dorment mal, donc elles ont des hypotenseurs, des hypnotiques, elles ont envie de faire pipi la nuit à cause des diurétiques, elles cherchent leurs lunettes, le commutateur de l'électricité ne le trouve pas, enfile des mules, se casse la figure sur la carpette qui a glissé, et on les retrouve, parce que les voisins ont vu que les volets n'étaient pas ouverts, 1 ou 2 jours après, baignant dans leurs excréments. Donc la plupart de ces fractures surviennent à la maison, souvent lors des changements de position, c'est-à-dire quand elle s'assoit, quand elle se lève, ce qu'on appelle les transferts. Alors, il y a tout un tas de pièges à petits vieux dans une maison. La rallonge, c'est la hauteur des escaliers, l'obscurité. Bon, les petites personnes âgées sont souvent un peu démunies financièrement, donc elles baissent le chauffage l'hiver, ce qui fait qu'elles ont des réflexes un peu engourdis. Vous voyez, tout concourt à faire en sorte qu'elles chutent. Le petit chien qu'il faudrait faire piquer systématiquement. Il y a encore les toilettes qui sont mal adaptées, il n'y a pas de bar, les rangements qui sont aussi trop hauts. Il y a certains pays assez évolués où
où vous avez des enquêteurs sociaux qui se rendent à domicile, ils font un bilan et qui proposent des aménagements. Et d'ailleurs, il y a quelques lignes budgétaires dans certains organismes, à la municipalité, dans des caisses d'assurance, qui permettent de financer des aménagements très simples, qui sont efficaces pour diminuer le risque de chute. Ça, c'est les facteurs environnementaux. Il y a les facteurs intrinsèques qui sont liés à l'état de santé du sujet. Et des études comme Epidos ont bien montré que la vision était très importante, notamment l'aspect du relief, l'arthrose des membres inférieurs est un facteur de risque de chute. Les médicaments, on en a déjà parlé, les hypnotiques, les hypotenseurs, les problèmes cérébraux, on a eu Parkinson, les antécédents d'AVC, et tous ces facteurs intrinsèques prennent le pas progressivement sur les facteurs extrinsèques avec l'âge. Comment repérer un sujet chuteur? Eh bien d'abord parce qu'il a chuté. Et vous savez que d'après les recommandations du GRIO, le fait d'avoir chuté dans l'année chez une personne de plus de 70 ans justifie d'une densitométrie pour voir si elle n'est pas en plus ostéoporotique. Et puis après, vous avez, si la personne ne se souvient pas, n'est pas capable de répondre, il y a quelques tests très simples pour savoir si un sujet peut chuter. C'est notamment le test de l'appui unipodal qui est très simple à réaliser. L'impossibilité de rester 5 secondes sur un pied est pronostic et prédicteur de chute dans les mois qui viennent. Ou alors vous avez le get-up en go test, vous vous levez d'une chaise à coudoir, faites 3 mètres, donc ça nécessite de faire un trait par terre, la personne fait le tour de la chaise et se rassied, et tout ça en moins de 20 secondes. Si elle n'est pas capable de le faire en moins de 20 secondes, c'est qu'également elle est chuteuse. Après, il y a un test qui me semble barbare, c'est le test de la poussée sternale, mais tout ça est décrit et proposé par l'HAS. On pousse la personne âgée comme ça, je suppose que si elle tombe et qu'elle se casse, ça prédit des fractures futures. La vitamine D, toujours dans la perspective de la chute. Avec l'âge, certes le muscle maigrit, mais le nombre de récepteurs à la vitamine D diminue également à masse égale. Et il y a des études qui montrent que la vitamine D réduit l'incidence des chutes. En fait, c'est surtout les méta-analyses qui le montrent parce que il y a beaucoup d'études qui sont individuellement assez décevantes. En tout cas, il y a un effet dose et on ne peut pas espérer avoir un effet sur les chutes en dessous de 800 unités de vitamine D par jour. 800 unités de vitamine D par jour, ça correspond à peu près à 100 000 unités tous les 3 mois. Donc vous voyez pourquoi on utilise souvent les UV-doses en forme de charge. Mais toute forme de vitamine D est intéressante en sachant que la vitamine D3 qui est d'origine humaine est plus efficace que la vitamine D d'origine végétale et surtout elle a une demi-vie plus longue, ce qui fait que pour les doses de charge, il vaut mieux choisir la D3 que la D2 qui est très rapidement métabolisée. D'ailleurs, vous avez quoi? Vous avez dans les associations calcium et vitamine D, c'est toujours de la D3. Dans les ampoules pour les doses de charge, c'est de la D3, donc il y a UV-dose, il y a vitamine D3 bon, c'est à 200 000 unités, UV-dose c'est 100 000 unités, vous avez Zimad, c'est 200 000 unités, donc vous pouvez en donner, si c'est à 100 000 unités tous les 3 mois, si c'est à 200 000 unités tous les 6 mois, comme ça c'est commode et c'est pratique. C'est quoi ça? Ah oui. Alors, vous savez qu'il y a de nouvelles recommandations qui sont parues sur les dosages de la vitamine D, parce que finalement, la vitamine D, ça coûte rien. Ce qui coûte cher, c'est les dosages. Et les dosages, d'après ces dernières recommandations, finalement, trouvent leur place dans peu de situations. Et on est un peu embêté, parce que c'est un peu en contradiction avec les recommandations du GRIO d'il y a 2 ans. Quoi qu'il en soit, chez une personne âgée, qui, âgée au sens large, puisque ça peut commencer à 70 ans, il est tout à fait licite, si elle est en bonne santé par ailleurs, de lui donner de la vitamine D sans dosage. Ça fait partie des recommandations.
Ce qu'avait dit le griot, c'est qu'il y avait deux situations autrefois. Il y avait les malades et la population générale. Les malades ont fait un dosage pour ajuster le tir, avec un traitement d'attaque pour passer au-delà de 30 nanogrammes par millilitre. Et puis la population générale exposée à une insuffisance en vitamine D pour différentes raisons. Là, on donnait de la vitamine D sans doser. Alors c'était quoi? C'était les enfants, les adolescents, la femme enceinte au 3e trimestre de la grossesse, les gens qui ont la peau foncée, ceux qui se voilent, ceux qui ne sortent pas de chez eux, toutes ces personnes qui n'ont pas suffisamment de vitamine D de par la fabrication naturelle sous l'effet des rayons ultraviolets B. Et puis dans les cas où il s'agit d'une pathologie, a fortiori d'une ostéoporose, on fait un dosage. Bon, ceci est battu en brèche maintenant, il va falloir revoir un peu tout notre discours. Prévention des chutes, on en est encore là, hein. On en est qu'au début de la roue du destin, le samsara du petit vieux. Eh bien, il y a également des exercices physiques qui permettent de réduire le risque de chute. Et il y a une très belle étude qui maintenant est un peu ancienne, vous voyez 95, elle a 20 ans, faite aux États-Unis, dans des grandes villes. Chacune s'étant mis d'accord pour tester quelques exercices par rapport à un groupe témoin et d'essayer de valider les exercices qui pouvaient prévenir les chutes. Alors vous voyez ces exercices, alors il y a quoi? Il y a FM, c'est renforcement de la force musculaire. Ça, c'est travail de l'équilibre sur des plateformes, c'est assez compliqué. Vous avez également des mesures nutritionnelles. Et quand on regarde celles qui étaient significatives, c'est soit celles qui mettaient tout dedans, c'est-à-dire que vous passez votre journée à faire des exercices, de la musculation et tout ça, vous transformez en petit Schwarzenegger de la personne âgée, ou alors c'est le tai chi. Le tai chi, qui est une gymnastique chinoise, qui est très à la mode, parce qu'il y a un effet mode, et aussi parce qu'on découvre de plus en plus de vertus, notamment dans le domaine rhumatologique, à cette technique qui est en fait dérivée d'un art martial, une gymnastique multimillénaire, hein, qui de façon empirique est une très bonne rééducation pour éviter les chutes. Et vous voyez que dans l'étude, on a une diminution de pratiquement 20%, ce qui n'est pas négligeable, vu l'investissement qui est très faible, dans l'incidence de ces chutes. Alors pourquoi c'est efficace? Parce que on rééduque quoi? On fait un travail de dissociation des mouvements de l'hémicorps supérieur par rapport à l'hémicorps inférieur, on travaille les mouvements diagonales, on travaille l'équilibre, et tout ceci sans pratiquement d'adaptation pour les personnes âgées. D'autres études plus récentes ont montré qu'il y avait peut-être un effet bénéfique aussi sur la masse osseuse. Donc c'est à promouvoir, et ça coûte pas cher. Alors voilà des adhérents au tai chi. Alors le tai chi c'est très joli en plus, hein. C'est adapté, c'est dérivé des postures d'attaque et de défense des animaux, choses comme ça. Voilà. Alors, prévenir les chutes c'est important. Ensuite, comment on va traiter l'ostéoporose? Comment on va éviter la fracture? La personne âgée tombe. Alors il faut qu'elle ait un os résistant, d'une part, ou alors il faut que l'environnement soit accueillant. Quels sont les médicaments qui sont validés chez la personne âgée? Alors, quand on fait des essais thérapeutiques pour valider un médicament, en général, on met des personnes, c'est surtout des femmes, ménopausées, et puis vous avez la distribution observée dans une pratique, avec beaucoup de femmes qui vont avoir 70 ans en moyenne, et puis quelques très jeunes, quelques très vieilles. Est-ce qu'il y a des traitements qui ont été validés spécifiquement chez les personnes les plus âgées? Est-ce qu'il y a des études spécifiques? Ou est-ce qu'il n'y a que des études post-hoc? C'est-à-dire que on a retiré la frange qui nous intéresse d'un essai plus vaste et on a regardé ce qui se passe de façon rétrospective. Alors, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, cette diapo? Bon. Attendez, j'ai un petit flottement là. Bon. Simplement, elle ne devrait pas être là.
C'est une diapo très connue qui rappelle qu'à masse osseuse égale, le risque est plus important de fracturer chez les plus âgés. Si vous avez par exemple un T-score à -3, vous avez multiplié par 8 fois le risque de faire une fracture. Et bien, vous voyez, la probabilité de fracturer, elle est ici, pour quelqu'un de 50 ans, elle est là-haut pour quelqu'un de 80 ans. C'est-à-dire qu'elle est pratiquement, vous voyez, on passe de 3 à 20 en termes de risque relatif de fracturer. Donc l'âge est un facteur indépendant de la fracture. Il y a peut-être une raison pour l'avoir mis là, mais je ne m'en rappelle plus parce qu'avec l'âge, on perd la mémoire. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des traitements chez la personne âgée, la première constatation, c'est qu'ils ne sont pas utilisés. Déjà, globalement, vous savez que seuls 20% des femmes fracturées ont un traitement de l'ostéoporose. 80% des femmes qui ont déjà une complication de l'ostéoporose ne sont pas traitées. Donc pour les personnes âgées, c'est encore pire. Ici, on a une étude qui l'illustre. Vous avez des personnes âgées qui sont dans des établissements, quelque part en Arizona, ça fait presque un petit millier de résidents, et on regarde le traitement anti-ostéoporotique chez des gens qui sont des ostéoporotiques connus, voire fracturés, et vous voyez que en fonction de l'âge, ici, et des médicaments, essentiellement les bisphosphonates, il y a de la calcitonine aux États-Unis qu'il n'y a pas en France, et bien vous voyez que ça, à 80 ans, vous avez pratiquement que du calcium. Hein. On se dit, bon, il faut bien faire quelque chose, alors on va faire quoi? On va pas donner un bisphosphonate, ils vont se faire un trou dans l'œsophage, ils vont nous enquiquiner, on va donner du calcium, ça mange pas de pain, ça coûte pas cher, ils nous enquiquineront pas. Bon, ben, ils vont être constipés quand même. Ceci reflète, alors que tout le monde devrait être traité ici par au moins des bisphosphonates, quand il n'y a pas d'insuffisance rénale, on a une très faible couverture thérapeutique de la personne âgée ostéoporotique. Bon, ça c'est également la même chose. C'est une enquête qui montre qu'on a très peu de traitements. Bon, on va passer. Alors, quels sont les sujets validés? Remontons le temps. Le risidronate, il y a une petite étude, enfin petite non, il y a pratiquement 4000 femmes de plus de 80 ans qui ont eu contre un placebo du risidronate. Et là, cette étude se révélait négative pour la fracture de hanche. Vous voyez, on a un peu plus de fractures dans le groupe placebo, mais finalement, au bout de 3 ans, la différence n'était pas statistiquement significative. Ça illustre bien la difficulté de mettre en évidence une efficacité chez les personnes âgées, parce que là, avec un médicament, on n'agit que sur la partie osseuse. Or, ce qui guette aussi la personne âgée, c'est tout ce qui est le risque de chute. Il y a d'autres études. La première étude était de McClung, ici elle est de Bonnen, et vous avez une analyse de 3 essais thérapeutiques qu'on va grouper. Donc là on est dans des études post-hoc qui ont un niveau de démonstration moins important forcément, avec du risidronate à 5 mg, c'est-à-dire la posologie quotidienne, qu'on n'utilise pas souvent, pris pendant 3 ans chez des patients de 80 ans, et on voit une diminution ici essentiellement pour les fractures vertébrales. Tout à l'heure, on a parlé du rhamnate de strontium, le pauvre. Le rhamnate de strontium protélas, vous savez qu'il est maintenant déconseillé chez les personnes de plus de 80 ans. Alors que initialement, c'était une des seules études dédiées à la population de plus de 80 ans dans un schéma prédéfini, donc pré-hoc, en groupant deux études princeps, qui était l'étude SOTI, qui s'intéressait essentiellement aux fractures vertébrales, et l'étude Tropos, qui s'intéressait essentiellement aux fractures de hanche. Donc, en mettant en commun, en poulant les deux populations, on avait suffisamment de personnes de 80 ans, ça avait été prédéfini, et on avait pu montrer une réduction de 36% de l'incidence des fractures. Mais maintenant, on ne peut plus l'utiliser, il fallait quand même que je le cite. On ne peut plus l'utiliser parce que les autorités ont estimé qu'à cet âge-là, le risque de faire des phlébites et des accidents thromboemboliques était trop important pour mettre en place du rhamnate de strontium,
qui lui-même serait susceptible de donner, vous voyez, je prends beaucoup de précautions, de donner des accidents thromboemboliques. Donc quelqu'un qui a déjà du rhanate de strontium, on peut l'autoriser à passer le seuil fatigue des 80 ans, mais il est déconseillé de mettre un patient de novo de plus de 80 ans sous rhanate de strontium. Grosso modo, on observe une apoptose du protélos en France. Mais à ces âges-là, on a fréquemment une insuffisance rénale. Regardez, ici, ce sont des patientes âgées, ostéoporotiques, chez qui on va rechercher une insuffisance rénale, c'est-à-dire une diminution de la cléarance de la créatinine en dessous de 35 millilitres par minute. À 60-79 ans, on est à 21% de la population. À plus de 80 ans, une personne sur deux a une cléarance en dessous de ce seuil fatidique au-delà duquel on ne peut plus prescrire de bisphosphonate. Donc on est bien enquiquiné. C'est là qu'intervient le dernier né, c'est-à-dire le Prolia, dont vous avez entendu parler. Le Prolia qui est un agent biologique, c'est un anticorps monoclonal dirigé contre le RANK-ligand et qui a une efficacité, c'est un antirésorbant, qui était vendu mais pas remboursé jusqu'au 3 octobre de l'année dernière. On était le seul pays en France à ne pas l'avoir remboursé de cette année. Pardon, oui, je me vois déjà en 2014. C'est parce que j'attends mon cadeau de Noël. Alors, il a fallu montrer, bon, bien sûr, on ne va pas donner ce médicament à des gens qui sont en insuffisance rénale totale, mais chez des gens qui ont des insuffisances rénales modérées, voire même entre 15 et 30 millilitres par minute, il a fallu démontrer qu'on n'était pas nocif, ça a été le cas, et d'autre part, qu'on était aussi efficace sur les différents paramètres qui témoignent de l'efficacité de ce type de médicament. Alors on les a déclinés. Nous avons ici la variation moyenne de la DMO au registre lombaire en fonction des niveaux d'insuffisance rénale. Alors, de plus grave ici vers le moins grave, et vous voyez que la variation était identique quelle que soit la tranche d'insuffisance rénale. Donc il n'y a pas d'effet de l'insuffisance rénale sur l'efficacité en termes de mesure de la DMO. Il va y avoir pour les fractures, c'est quand même le plus important, fracture vertébrale, à 3 ans, vous voyez que l'efficacité, la réduction du risque fracturaire est la même en fonction des différentes classes d'insuffisance rénale. Donc ici on a un médicament qui peut être intéressant et une tolérance qui est à peu près identique, quel que soit encore une fois le degré d'insuffisance rénale. Vous connaissez on peut prescrire dans n'importe quelle ostéoporose, mais les modalités de remboursement sont strictes. Avec le Prolia, le Denosumab, on n'aura un remboursement que si on a prescrit dans l'année précédente 3 mois de bisphosphonate. Or, c'est des gens qui, par définition, ont une insuffisance rénale à qui on ne peut pas prescrire de bisphosphonate. Donc là, on se mord un peu la queue, si j'ose dire, si on est souple, et il va falloir contourner cet obstacle. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir montrer qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, il faut faire une belle lettre au laboratoire pour qu'il puisse lui-même argumenter, parce que il est à parier que dans la première année, toutes les personnes qui ne vont pas pouvoir avoir autre chose que le Prolia vont être mises sous Prolia, et pas forcément dans le cadre du remboursement. Donc le laboratoire risque de se faire taper sur les doigts, et il demande qu'on argumente un petit peu le motif de la prescription, en disant, ben voilà, j'ai pas d'autre choix, il faut que je traite, et je ne peux pas donner autre chose que le Denosumab. Le calcium et la vitamine D. Alors le calcium et la vitamine D, il y a des études très anciennes qui montrent que l'association des deux, chez des sujets institutionnalisés, réduit l'incidence des fractures périphériques. Vous voyez, les premières études de Chapuis et Meunier datent de 92. Comment ils ont fait? Ils ont pris des institutionnalisés, des personnes âgées dans des maisons de retraite, dans des longs séjours, et on leur a donné systématiquement, je crois que c'était 1,2 g de calcium et 800 unités de vitamine D3, et
on a observé, au bout de 18 mois, et ça a été confirmé à 3 ans, une diminution, vous voyez, de 43%, c'est énorme, hein, pour ce qui est des fractures de la hanche, et pour toutes les fractures non vertébrales, de 32%. Donc sans biologie, rien, hein. Allez hop, tout le monde, 1 gramme de calcium à peu près, 800 unités de vitamine D, et rien que par ce phénomène-là, on diminue considérablement l'incidence de ces fractures périphériques. Cette étude-là a fait beaucoup de bruit à l'époque, parce que c'était un moyen simple, pas très coûteux, de réduire considérablement cette pathologie. Elle a été confirmée par d'autres travaux, notamment des travaux américains, Best Hobson Hughes par exemple. Pour cela, il faut s'adresser à des personnes très âgées, des personnes carencées, à la fois en calcium et en vitamine D. Vous faites la même étude chez des femmes de 60 ans, vous n'observerez rien du tout, parce qu'il n'y a pas ce même déficit carentiel en apport alimentaire de calcium, et puis sérologique en termes de prévalence, en termes de concentration de 25 OHD. Ça, c'est calcium et vitamine D. Maintenant, parlons un petit peu de protéines, parce qu'un os est fait de protéines avec du calcium dessus. Chez la personne âgée, de nombreuses études, notamment une des sous-études Framingham, a montré que l'évolution de la densité minérale osseuse, de la masse osseuse, était proportionnelle chez les personnes âgées aux apports protidiques, et qui étaient évalués sur des questionnaires. Et qu'il fallait manger des protéines si on veut garder de l'os, compte tenu de toutes les variables confondantes, l'âge, le poids, la taille, le tabac, l'alcool, la caféine, l'activité physique. La protéine, c'est quand même quelque chose de très important pour maintenir du muscle et de l'os. Alors voici l'effet de la ration protidique. Vous avez donc des démos qui ont été faites à gauche au col fémoral, au rachis lombaire, au poignet, et vous verrez qu'en fonction des quartiles, et là la perte osseuse est moindre, plus on mange de protéines par rapport à ceux qui n'en mangent pas assez, à tous les sites de l'organisme, du squelette. Donc ça c'était donc chez les sujets, c'est pour maintenir la masse osseuse, pour éviter de fracturer. Si on n'arrive pas à maintenir la résistance mécanique de l'os, dans ce cas-là, il faut adapter l'environnement. Soit vous faites en sorte que les gens habitent des maisons en caoutchouc, c'est possible, c'est coûteux. Soit vous habitez au Japon dans une maison traditionnelle et vous tombez sur des tatamis. C'est pour ça que les Japonais qui vivent de façon traditionnelle font moins de fractures que ceux qui vivent à l'occidental. Ou alors, on peut imaginer de vivre dans des armures. On pourrait vivre dans des armures. Alors, quel cas d'armure, on va simplement se contenter de protéger nos cols du fémur, et c'est là que le Ritzel, un Suédois, a inventé les protecteurs de hanche externe. Vous avez des culottes très sexy, avec des poches à l'intérieur, dans lesquelles vous glissez un petit bouclier comme ça, qui a deux couches, une couche externe dure qui a comme objectif de disperser l'onde de choc quand vous tombez, et une couche interne en plastazote, qui est un matériau issu de la recherche spatiale. C'est le même que vous avez pour amortir, pour les semelles amortissantes dans les chaussures de sport. Donc tout ça a pour but de diminuer l'onde de choc sur le grand trochanter et de limiter le risque de fracturer. Alors c'est efficace quand c'est mis, parce qu'il faut le mettre le jour et la nuit, les petits vieux ils tombent la nuit. C'est mis quand essentiellement le personnel va le mettre, parce que c'est des gens qui vivent en institution, ça a été validé en institution, donc il faut prendre du temps, c'est compliqué. Il y a toute la gestion logistique pour laver les culottes, pour mettre les petites coques, c'est compliqué, surtout quand il y a des incontinences. Ce qui fait que l'adhésion à ce type de traitement, même s'ils sont aussi efficaces que les médicaments, hein, c'est réduction de 50% des fractures, l'adhésion est mauvaise. Du coup, il y a eu un déremboursement. Avant, c'était remboursé chez des hommes et des femmes de plus de 70 ans vivant en institution. Et puis, il y a 3-4 ans, ça a été déremboursé parce que, justement, on pense que ça ne marche pas en pratique. Ça marche peut-être dans des études, et encore pas dans toutes les études. Il y a une deuxième d'études. Ça marche dans la moitié d'entre elles, ça ne marche pas dans l'autre moitié. Et alors, ce qui fait que ça marche, c'est quand on a une randomisation en ailes. C'est-à-dire que vous prenez un service, une aile va porter le protecteur et l'autre pas.
Dans ce cas-là, ça marche, parce que tout le monde, on met la culotte, on met la culotte. Si vous randomisez ça individuellement, les gens sont moins motivés, et puis ça marche pas, sauf, bien entendu, chez les Japonais, qui sont des gens très, très, très disciplinés. Alors, protecteur de hanche, bon, on va passer. Maintenant, il faut gérer la préfracture, parce que vous avez beau mettre tout ça en œuvre, ces personnes âgées qui sont très butées, elles vont tomber, elles vont casser, rien que pour vous embêter. Donc, quand vous y êtes très attaché, vous ne voulez pas qu'elles meurent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup d'études qui ont montré que la ration calorique et la ration protidique, immédiatement après une fracture, est très importante pour en limiter les conséquences. Les Anglais sont allés très loin, ils ont intubé les personnes âgées, ils ont bourré l'estomac avec des rations caloriques, protidiques très importantes. Alors vous avez cette étude-là, qui montre, alors montrons les résultats. Eh bien, on a une amélioration des paramètres biologiques qui témoignent de la nutrition, l'albumine, etc. Et surtout, quelque chose qui est très important pour les princes qui nous gouvernent et pour les payeurs, c'est une diminution de la durée moyenne de séjour, parce que les gens font moins d'escarres, moins d'infections, ils meurent moins, et tout ceci est très favorable au prix d'un petit peu de steak dans le mixeur. Voilà la fréquence des complications, que ce soit dans le service d'orthopédie ou dans le service de soins de suite, avec un recul de 6 mois, on a une réduction importante de tous les paramètres qui sont négatifs, les escarres, les insuffisances cardiaques, les infections, tout ça réagit favorablement à une simple supplémentation en protides. Et puis, voilà, la personne âgée, elle est sortie du service de rééducation. Dans le meilleur des cas, elle rentre chez elle, sinon elle est en institution. Mais la pauvre, elle est terrorisée, elle a peur de retomber, elle a peur de refracturer, et puis elle a plus envie de bouger, elle ne se déplace plus, elle n'a plus de relations sociales. Qu'est-ce qu'on peut faire devant ce syndrome régressif? Et là, c'est difficile, parce que la personne âgée, quand on la rééduque, elle l'oublie, elle est fatigable, il faut donc s'adapter, il faut des séances courtes, il faut être répétitif, il faut essayer de faire ça à domicile, parce que l'environnement familier est plus intéressant qu'un environnement étranger, qui est un paramètre de plus à prendre en considération. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer les personnes âgées? On peut, pour lutter contre ce syndrome post-chute, lui apprendre à tomber. C'est ce qu'on appelle la descente au sol. Bien entendu, on ne va pas en faire des judokas, des ceintures noires. Non, on leur apprend à glisser plutôt que tomber, éviter de tomber sur le col du fémur, sur le grand trochanter, pardon. On va surtout, parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir se relever. C'est ça qui est le centre de leur peur, de leur frayeur. On leur apprend à se relever en utilisant ce qui est immédiatement à leur portée, ou bien en faisant comme si on apprenait un petit enfant à marcher. On leur apprend à se remettre sur le ventre, à regrouper les membres sous eux, à pousser dessus pour se relever. On réapprend la marche, ces personnes âgées. Bien entendu, à côté de tout ça, il faut les équiper. Il y a la téléalarme, il y a tous ces éléments dont je n'ai pas parlé. Donc, redressement, segment par segment, une rééducation véritable du relevé de la marche. Bon. Ensuite, c'est pas pour ça qu'on peut éviter toute récidive de la chute et toute récidive de la fracture. Est-ce qu'il y a vous savez que la fracture du col du fémur, c'est une fracture sévère. Elle réduit l'espérance de vie, donc elle nécessite un traitement médicamenteux, à la limite, quelle que soit la valeur de la densité minérale osseuse. C'est une des recommandations du Griot. Donc, il faut traiter, mais avec quoi? Alors, si la fonction rénale le permet, il y a une seule étude qui a été réalisée chez les personnes âgées qui avaient déjà fracturé le col du fémur, c'est l'étude Horizon 2, c'est-à-dire sur la fracture prévalente chez des personnes, hommes et femmes, qui ont déjà fait une fracture du col du fémur. Cette étude utilisant l'Aclasta, selon les mêmes modalités, une perfusion tous les ans, a démontré son efficacité pour réduire l'incidence d'autres fractures, y compris le col opposé, chez ces personnes âgées, avec une réduction du risque, vous voyez, de 35%.
ce qui n'est pas négligeable. Donc, et c'est encore une recommandation du griot, si on a un choix et si on peut utiliser un bisphosphonate, c'est le zoledronate qui semble plus judicieux grâce à cette étude chez les personnes qui ont déjà fracturé le col du fémur. Bon, je passe. Et on va terminer, je suis dans les temps, oui, à peu près, sur cette... Alors, vous avez vu que finalement, le médicament, là-dedans, ça représente pas grand-chose. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prescrit essentiellement des médicaments, un peu de rééducation, parce que c'est le rhumatologue qui est le mieux placé pour traiter ces patients ostéoporotiques. J'ai pas la réponse, hein, mais je pense qu'il y a un débat, une réflexion, parce que c'est une pathologie qui nécessite une prise en charge polydisciplinaire, gériatrique bien entendu, où le rhumatologue a son mot à dire. Et il y a également d'autres intervenants, hein, le médecin généraliste, les paramédicaux, il y a peut-être des métiers inventés aussi, on a vu que les enquêtes à domicile c'était important, il y a toute une armée d'agents de santé qui peuvent être utiles à ces personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses et chez qui il faut éviter absolument que ne survienne ce type de fracture. Je pense que c'est la dernière diapo. Je vous remercie de votre attention.